Ciao. Chers collègues, on Ciao. transfère vers soft power. Et merci. Eh ben, on va enchaîner donc avec un lien assez facile. Il était question là, même si c'est à partir de la langue de circulation culturelle. Également, ça a été mentionné à la fin comme direction de géopolitique. Et là, on va être au cœur du sujet à partir du thème et de la notion de soft power. Et on a le plaisir d'accueillir et d'entendre Vincenzo Sicelli, qui est sociologue au CEPED et co-porteur du GRIP, qui travaille, entre autres, et depuis longtemps sur cette idée du cosmopolitisme en lien avec la mondialisation, la globalisation. On entendra aussi Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est politiste, chercheur à l'IRD et qui travaille sur l'aide humanitaire, la gouvernance, les conflits armés en Afrique subsaharienne, au Nigeria, au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Mali. Et enfin, on entendra Selma Mioubi, qui est enseignante et docteur en géographie politique, culturelle et historique, au sein du laboratoire médiation sciences des lieux, sciences des liens de Sorbonne Université et qui travaille sur la géopolitique des médias chinois en Afrique de l'Ouest et sur les stratégies d'influence médiatique. Alors, comme on a pris un peu de retard, je te donne tout de suite la parole, cher Vincenzo. Et puis, si on a le temps, on pourra discuter, rebondir, débattre. Mais d'abord, Alors, je vois que mais Marc-Antoine oui, a mais levé la main. je sais que Marc-Antoine a une requête à faire. Donc, D'accord. bonjour à toutes et tous. Et je te donne la parole à Marc-Antoine parce qu'il a quelque chose à nous dire. Oui. Oui, voilà, bonjour à toutes et tous. Merci Vincenzo. Si ça ne vous ennuie pas que je passe d'abord, parce que j'ai malheureusement une contrainte après, D'accord. vers 10h moins le quart, donc il faudrait que je parte vers 9h, un peu après à 9h30, quoi. Voilà. Eh bien, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Si ça ne vous embête pas. à vous la parole. Merci infiniment. Oui, je vais dire peut-être un mot parce que je vais représenter un peu le religieux, moi, dans ces histoires de soft power. Alors, je vais peut-être vous raconter un peu ma démarche personnelle à cet égard. C'est-à-dire que je travaille depuis longtemps, effectivement, sur la question de la circulation des violences, notamment à travers des frontières poreuses, hein, les frontières étant par excellence un objet géopolitique. Et j'ai été amené beaucoup à travailler sur le groupe Boko Haram, et on avait, avec une collègue de l'IRD, Elodie Appart, monté un projet qui s'appelait Transislam sur la circulation des idées islamiques, y compris des idées, des modèles djihadistes, à travers en l'occurrence une frontière poreuse qui est celle entre le Nigeria et le Niger. Et puis tout ceci s'est un petit peu étendu et j'en suis venu en fait à m'intéresser effectivement à la façon dont le religieux participe de la globalisation et aussi évidemment la façon dont la globalisation participe du religieux. Donc à la fois sur la circulation des idées, mais également sur la circulation des normes, hein, parce qu'on peut peut-être affirmer que les religions, et notamment le catholicisme, le christianisme, est le premier à développer des normes globales, hein. 6 siècles avant l'islam, le Absolument. judaïsme, vous le savez, les juifs se considèrent comme un peuple élu, donc ce n'est pas une religion très prosélyte. Et en fait, le christianisme est la première religion qui va, disons, marquer très clairement ses aspirations universalistes et considérer que toute l'humanité doit suivre un seul Dieu. Et donc à partir de là, il y a des normes globales qui vont se développer, notamment sur le droit de la famille. Ça a beaucoup évolué en fonction des circonstances. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont ces normes globales se sont construites, parce qu'elles répondent aussi à des considérations très politiques, très sociales, qui visent aussi à assurer l'expansion de l'Église catholique à travers le monde. Mais donc c'est intéressant de mettre en résonance cet islam global dont on fait grand cas aujourd'hui, avec à chaque fois en fait en arrière-plan des craintes sécuritaires sur la question du djihadisme, hein, parce qu'il y a beaucoup de représentation sur l'idée d'une cinquième colonne de djihadistes, et puis effectivement la circulation de ces normes. Et donc actuellement, en fait, on est en train de travailler au GRIP avec un groupe qu'on appelle DINRELAF sur les dynamiques religieuses en Afrique. Et on a bientôt notre premier atelier
qui a lieu la semaine prochaine, justement. Et alors là, on va même au-delà de la circulation des idées religieuses, qu'elles soient islamiques ou chrétiennes, à partir des grandes religions du livre. Et on travaille aussi sur le religieux à l'épreuve des catégorisations, avec des juristes, avec des démographes, par exemple. Alors ça s'inspire aussi d'un programme de recherche qui avait été mené par mes collègues Véronique Duchesne et Marc Pilon, qui s'appelait Démorelaf, la démographie des religions en Afrique. Donc là, on sort un peu d'un cadre qui était limité sur Niger-Nigeria, circulation des idées djihadistes avec Boko Haram, etc. Là, c'est vraiment à l'échelle du continent, donc c'est plus marqué encore que dans le projet Démorelaf, qui lui était limité surtout sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Et donc l'idée, en fait, c'est de travailler aussi sur la notion de religion à un niveau global, en sachant que beaucoup de chercheurs disent qu'en fait, la notion de religion, c'est une construction occidentale. Alors évidemment, les marxistes iront plus loin en disant que c'est carrément une construction politique. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces catégories circulent pour représenter le religieux. Et elles circulent à la fois à travers le droit, et ça c'est ma collègue Nathalie Bernard-Maugiron qui s'occupe de ce débat, parce que c'est elle notre juriste de service, et puis à travers aussi les catégories qui circulent dans les recensements généraux de la population, et puis les enquêtes démographiques de santé. Et là, c'est mon collègue Aurélien Daré de l'Université de Nanterre qui traite de ces cas. Et on a alors là, des cas d'études qui délibérément traversent toute l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a une chercheuse qui travaille sur l'Afrique du Sud, l'autre sur l'Égypte, d'autres sur le Bénin, sur la République démocratique du Congo, sur la République du Congo. Moi-même, je travaille sur le Soudan du Sud. Donc, ça a été vraiment là une optique délibérée que de travailler en fait sur le fait religieux à l'épreuve de ces catégories. Et ce qui est très intéressant, alors déjà, évidemment, il y a beaucoup de politique là-dedans, hein. C'est le politiste qui parle, donc je prêche pour ma paroisse, si je peux m'exprimer ainsi. Mais effectivement, dans les catégories proposées dans les recensements, on voit là qu'il y a des enjeux politiques très forts. Donc, il y a certains recensements qui ne posent aucune question sur les affiliations religieuses, parce que c'est trop sensible, en fait, hein. Par exemple au Nigeria. D'autres qui posent des questions. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se décline, quelles sont les catégories retenues. Très souvent, c'est basique. Musulmans, chrétiens, autres. Bon, ok. Alors, dans autres, on peut mettre pas mal de choses. Il y a les religions traditionnelles, pourquoi pas les athées, hein. Donc, il y a quand même une diversité, un panorama très fort. Et puis, en fait, très souvent, ce qu'on voit, et là, normalement, il y a un livre à paraître avec mon collègue Marc Pilon et mes collègues et Véronique Duchesne à ce propos. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que en moyenne, hein, on va dire, à l'échelle de l'Afrique, dans les recensements, là où il y a des questions posées sur les affiliations religieuses, il y a une catégorie pour l'islam et il y en a énormément pour la chrétienté. Comme si la chrétienté était beaucoup plus divisée entre les pentecôtistes, l'église de je ne sais trop quoi, et des catégories qui sont du coup assez fluides. Par exemple, au Congo, en République démocratique du Congo, l'armée du salut est reconnue comme une religion en tant que telle, alors que dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, elle n'est jamais qu'une ONG caritative, elle n'est pas reconnue comme une religion. Donc on voit là aussi que l'entendement du mot religion, la définition des communautés de croyance à l'épreuve de la circulation de normes et d'idées globales mérite d'être travaillé. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait en regardant par le bas comment tout ça fonctionne. Voilà, à partir de ces cas d'études que j'ai mentionnés. Je ne veux pas accaparer la parole, je sais que Vincenzo a aussi énormément de choses à dire, peut-être avec un prisme plus musical que mes chants grégoriens, mais, voilà, écoutez, je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, dites-moi. Bah, oui, puis enfin, j'avais pensé regrouper les interventions, mais vu que Ah, tu dois partir entre-temps, peut-être que s'il y a des questions pour ton intervention, c'est mieux de les prendre maintenant. Euh, D'ailleurs, parmi les panélistes, vous pouvez aussi intervenir, hein. Et en ligne, pour l'instant, vous m'indiquez. je vais peut-être rajouter un Oui, tout petit point, c'est qu'en fait, très souvent, par exemple, quand je travaillais sur les groupes djihadistes comme Boko Haram, le point de contentieux, ça a vraiment divisé la communauté académique, c'est de savoir dans quelle mesure ce djihad contemporain, il est global.
Et donc les connexions entre des groupes djihadistes dans des zones reculées de l'Afrique, les marécages du lac Tchad avec Boko Haram, les bourgs routières du delta intérieur du fleuve Niger au Mali avec la Katiba Massina, dans quelle mesure ils étaient vraiment connectés ou pas à Al-Qaïda ou l'État islamique. Ça a vraiment déchiré la communauté académique. Alors je le dis parce que c'est intéressant, parce que très souvent les chercheurs des études aréales, dont je fais partie, privilégiaient l'entrée par les dynamiques globales et voyait comment les combattants, comment les leaders de ces groupes se saisissaient de modèles globaux sans forcément avoir de lien opérationnel avec la maison mère d'Al-Qaïda qui n'existe pas, la maison mère de l'État islamique qui d'ailleurs n'existe pas non plus. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes aussi sur une organisation globale. Il y a circulation d'idées, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un central command quelque part. Et à l'inverse, vous aviez effectivement beaucoup de chercheurs qui, eux, considéraient que ça faisait partie d'une stratégie montée par le haut, par Al-Qaïda, par les héritiers d'Oussama Ben Laden ou par l'État islamique pour implanter des groupes djihadistes en Afrique. Alors qu'en fait, pour nous, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire c'est les groupes djihadistes africains qui se sont saisis de modèles globaux et qui ont mené leur lutte. Et pas l'inverse. Ce n'est pas des filiales, des succursales. Et donc, ça commet complètement les dynamiques locales de ces conflits. Et ça a été un débat assez violent, il faut le dire, qui se retrouve un petit peu dans la fameuse opposition entre Gilles Kepel et Olivier Roy, vous voyez, sur la question de la radicalisation de l'islam ou de l'islamisation de la radicalité. Quand on part de l'islamisation de la radicalité, on voit qu'en fait, l'islam est un corpus qui permet de légitimer des rébellions contre des pouvoirs corrompus, autoritaires, et donc déclarés impies. Et là, on voit bien que ce sont les populations locales qui se saisissent de modèles globaux pour protester. Alors qu'en revanche, quand on parle de radicalisation de l'islam, il y a l'idée que là, au contraire, ça part à une échelle planétaire. Alors on peut parler après d'un djihadisme d'ambiance, comme disent certains. Bon. Et donc là, c'était intéressant. Alors je suis toujours sur le religieux, mais effectivement, j'aborde la partie conflit armé, puisque je suis d'abord un spécialiste de la violence avant de m'intéresser aux religieux. Et donc on a eu ce débat très fort. Qui continue hein, de nous animer sans que personne ne soit réconcilié. Je ne sais pas si on signera un jour un cessez-le-feu comme au Liban, mais on verra. Alors, j'en profite pour poser une question, sûrement de façon un peu maladroite, parce que et puis je m'adresse là à la fois aux spécialistes du religieux et aux politistes, que je ne suis pas, d'où ma question peut-être un peu étrange, mais en tant que citoyen, je m'interrogeais, et puis m'intéressant quand même à la question, comme tout le monde, en ces temps incertains et compliqués, je m'interrogeais sur le, la connexion qu'on a pu ressentir ou que certains ont pu étudier, mais peu, entre islam et christianisme, et on touche au cœur du sujet, sur le conflit israélo-palestinien, et notamment tel qu'il est mobilisé dans les discours très fins, il a pu être mobilisé en tout cas par une partie du Hamas qui finalement a une très bonne conscience des fils qui sont possibles de tirer à l'international pour toucher à des sensibilités qui peuvent être perçues comme antisémites, par exemple. Donc là, c'est le lien entre deux grandes religions dans le global, s'interpellent autour de questions, bon, voilà, qui sont pas dites comme telles, mais qui touchent à une troisième, qui est le judaïsme. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais pour un Oui. politiste et spécialiste de religieux, je pense qu'il y a un terrain là assez intéressant dans ce qui vient de se passer. On n'a pas beaucoup de recul, mais Ouais, un terrain mouvant dans lequel je ne vais pas me hasarder parce que je suis spécialiste de l'Afrique subsaharienne, je fais des études aréales, donc je traite le global depuis mon village. Mais effectivement, alors il y a aussi quand même des aspects très géopolitiques dans cette histoire, c'est que généralement les chrétiens arabes qui ont une très très vieille histoire en Terre Sainte sont favorables à la Palestine et défavorables aux Israéliens. Hein. Il y a quand même alors, il y a plein de raisons qui expliquent ce hiatus, ce contentieux, y compris, pourquoi pas, peut-être revenir aussi sur les aspects antisémites de l'Église catholique à certaines périodes, de tristes périodes de son histoire. Hein. Ça a pu tout à jouer aussi fait. un rôle. Mais là, il faudrait revenir dans toute l'histoire pour comprendre comment aujourd'hui il y a
alliance est un bien grand mot, mais en tout cas un alignement d'axes, effectivement, entre les chrétiens arabes de Palestine et pourquoi pas certains groupes musulmans. Je Moi, pensais au-delà aux de ça, en termes de globalisation, là, je pensais aux chrétiens ici, enfin, ah oui, d'Occident. d'accord, Oui, d'accord, oui. d'accord, voilà. Non, parce qu'au-delà de ça, on a eu aussi des phénomènes de mélange, parce que aujourd'hui, comme on est pas mal obsédé par la question du terrorisme djihadiste, on a souvent eu tendance à opposer l'islam à la chrétienté sans voir aussi les profondes convergences. Il y a notamment des thèses qui circulent disant que le prophète Mahomet, en réalité, aurait été introduit au monothéisme par un moine chrétien, puisqu'il en circulait encore quelques moines itinérants dans la péninsule arabique au 6e, 7e siècle. Et donc, il y a beaucoup de... Il y a des convergences. Bon, vous le savez, l'islam reconnaît l'existence de Jésus comme un prophète, l'avant-dernier, hein, finalement, de Marie également. Et donc, il y a des désaccords plutôt sur la question de la Trinité, sur la question de la nature divine ou humaine de Jésus, qui sont aussi d'ailleurs des désaccords qui ont profondément marqué les débuts de ce qu'on allait appeler ensuite l'Église catholique, hein, puisque c'est une construction là aussi qui a pris quand même un peu de temps, ce qui est normal. Mais il y a de grandes divergences qu'on retrouve en Afrique. Alors ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des convergences anciennes. Au moment de la colonisation, par exemple, on trouve des groupes mahdistes, c'est-à-dire de messies musulmans qui combattent au nom de Jésus, Issa hein, en arabe, qui combattent l'antéchrist d'Agal, qui est le colonisateur britannique ou français. Parce que ils se saisissent des héros de l'islam et Jésus est reconnu comme un prophète. Et donc pour eux, alors c'est pas très courant, mais voilà, on a effectivement des rébellions portées par des musulmans au nom de Jésus, ce qui est assez étonnant. Je le dis en passant, mais on retrouve aujourd'hui encore des syncrétismes et une hybridité assez extraordinaire, notamment en pays Yoruba, à Lagos, qui est la plus grosse ville d'Afrique, hein, avec le Caire. Donc Nigeria, hein, 200 millions d'habitants, c'est en train de devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et le pays Yoruba, qui se trouve dans le sud-ouest du pays, a une particularité, c'est qu'il a été islamisé et christianisé concomitamment au 19e siècle, en fait. Et donc, il y a effectivement un énorme mélange dans une même famille. Vous avez des musulmans, des chrétiens, et ça vit en bonne entente, d'ailleurs, il faut le dire, hein. C'est très contrasté par rapport à ce qui se passe dans le nord, où là, les tensions interconfessionnelles sont beaucoup plus développées. Et donc, vous avez en fait des mouvements qui sont développés, que j'ai même eu l'occasion de filmer. J'avais fait une fois un film pour Arte là-dessus, qui s'appelle Chrislamerbe, le chrislamisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mélange de christianisme, d'islam, et certains parlent aussi d'herbalisme en référence aux religions traditionnelles. Donc, vous arrivez à des offices qui ont lieu, par exemple, le dimanche, où on dit Allah Akbar, Alléluia, et ça se termine en sacrifiant un poulet. Et je trouve qu'on est là dans une espèce de symbole d'une globalité, peut-être pas réconciliée, mais en tout cas très inventive, qui effectivement déplairait certainement aux tenants de l'orthodoxie. Mais c'est aussi à travers l'hérésie que se fabrique la globalisation et les normes qui vont avec. Voilà. Ah, merci pour ce mot de conclusion. Et comme je vois que le temps passe quand même, Vincenzo, si tu veux, je te laisse le soin d'enchaîner avec une autre Alors, entrée. je vais enchaîner par les mots inspirants de mon ami Marc-Antoine, qui est toujours une source infinie d'inspiration pour moi. Oui, l'hérésie fabrique la globalisation puisque l'hérésie construit le monde par la marge, par l'hybridité, par la rencontre. Et notamment, quand Marc-Antoine disait que le contact entre l'islam et le christianisme était fructueux, fécond et long, oui, mais pas avec tout le christianisme, notamment sa version protestante. Et des convergences ont eu lieu quand, notamment la période des grands empires, de construction des grands empires européens, et les Ottomans trouvaient des convergences pas seulement politique, mais même religieuse avec la religion anglicane et le reste du protestantisme. Parce qu'au nom d'un Dieu abscon et l'absence de rituels magiques comme pourrait en avoir le catholicisme. Donc, il y a toujours eu ces convergences, bien sûr. Et pour finir, en enchaînant sur ce que disait Marc-Antoine, oui, la religion, c'est pas seulement elle se globalise, mais elle globalise, c'est même un des moteurs de la globalisation, dès lors que une religion postule l'égalité des âmes, des humains, et qu'il y a un ordre ici-bas et un ordre là-haut qui se parlent, entre lesquels il y a un lien, et c'est à l'origine et c'est la nature même de ce lien qui est à l'origine de la construction des civilisations comme Jaspers et Einstein l'ont montré, ce qu'ils ont appelé l'Ajaxial.
C'était cette période qui va du 8e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle avant Jésus-Christ et qui s'étend de la Grèce antique, le Proche-Orient, l'Inde, l'Asie centrale, la Chine, mais ni l'Égypte, ni le Japon. Et c'est à cette période-là qu'ils connaissent les très grandes religions qui se veulent universelles. Et je ne parle même pas de christianisme ou d'islam ou de bouddhisme. C'est bien avant que ça se fait. Donc, c'est la première forme de globalisation qui s'est faite à l'âge axial, par la naissance d'un postulat commun. L'ordre d'ici-bas répond à l'ordre là-haut. Ça, c'est peut-être la plus grande révolution que les humains étaient capables de faire au niveau mental. Alors, est-ce que tout ça, ça renvoie au soft power? Parce que je suis censé parler de ça. Oui, dans la mesure où il peut y avoir un lieu qui promeut une religion et qui se pense le foyer, qui est à l'origine de ce foyer. Alors, pour les sunnites, on voit bien d'où ça vient. Pareil pour les chiites, mais on pourrait dire la même chose dans le combat entre le catholicisme et l'orthodoxie pour connaître la primauté. Donc, si on confond soft power avec une primauté quelque part, une forme d'autorité, bien sûr. Mais le problème, c'est que si le thème de cet atelier, c'est soft power, échange culturel, et la religion fait partie des échanges culturels, bien sûr, c'est pour les non-croyants en tout cas, c'est mieux comme ça. Il faudrait peut-être questionner la notion même de soft power parce que j'y travaille maintenant depuis un certain nombre d'années et j'y continue. Et plus je creuse cette notion, plus je me rends compte qu'elle veut dire tout et son contraire. Alors, comme toutes les grandes idées, il y a un fondement de vérité. Il y a quelque chose qui fait qu'on est très séduit par le soft power. Et pas seulement parce que c'est devenu maintenant un langage commun. Ça fait partie de la koiné, comme on dit, de la communauté savante et non savante, parce que les journalistes, les hommes politiques, les essayistes l'utilisent. D'ailleurs, j'ai bénéficié de ça parce que mon livre K-pop, Soft Power et Culture Globale, le titre anglais ne dit absolument pas ça. Le titre anglais, c'est The Sociology of Hallyu Pop Culture, qui est beaucoup plus juste. En français, les PUF ont opté pour ce titre. C'est pas faux, mais j'ai bénéficié de ça parce qu'il a eu une couverture de presse que je n'avais jamais vue avant dans mes livres et que j'aurais jamais, parce qu'il y avait justement soft power. Et les journalistes me posaient toujours la question, alors, quel est le secret de soft power sud-coréen? Alors, d'abord, avant de se demander quel est le soft power coréen et quel est son secret, posons-nous la question, qu'est-ce que le soft power? Alors, si méthodologiquement, à un moment, on le prend comme un tout, c'est-à-dire l'idée que les individus se font dans notre pays, alors dedans, on peut tout mettre. On peut mettre sa religion, on peut mettre sa langue. On a parlé tout à l'heure de la langue. Et la collègue qui est intervenue disait, oui, parce que la langue peut faire partie du soft power. Bien sûr, il y a des belles langues, par exemple. Bon, certains pensent qu'on ne pourrait pas écouter de l'opéra sans se référer à l'italien, tellement l'italien emprunte l'opéra de sa musicalité. Pareil pour la chanson, on peut dire, est-ce que on peut vraiment s'imaginer la musique pop-rock sans l'anglais? Parce que là, imaginez l'image que nous avons de l'Angleterre est liée directement à l'influence musicale. Voilà, je n'évoque même pas les Beatles, c'est pas la peine, il faut voir ça comme un tout. Et les États-Unis, Elvis ou d'autres. Donc, bien sûr, si on prend soft power comme un tout dont on ne saurait rien distraire, là je paraphrase Clémenceau, quand il parle de la Révolution française, il disait c'est un tout dont on ne saurait rien distraire. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, on prend tout, les aspects positifs et négatifs, sinon on ne comprend rien. Alors, pour le soft power, c'est un peu plus délicat. Si on prend le tout, on se convainc qu'effectivement, un pays, à un moment, il conquiert un soft power, mais quand on creuse, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi on est tellement séduit par le soft power? Avant de dire les limites, je dis ses avantages. C'est parce qu'il a été inventé par un politiste, un politologue américain qui s'appelle Joseph Nye, au même moment où Samuel Huntington, un autre politiste, politologue, professeur, tous les deux enseignants à Harvard, ont inventé l'idée du choc de civilisation. En parallèle, les deux inventent deux concepts, choc de civilisation et soft power. Les deux se répondent.
Ce sont deux Américains, ce sont deux penseurs de l'ordre global. Ils pensent ça comme ça. Et la question est de savoir comment assurer la place de l'Amérique dans un monde qui a profondément changé, celui qui n'est plus celui de la guerre froide. Donc là, ils inventent. Alors, Joseph Nye, c'est la version libérale-démocrate de Samuel Huntington, qui a pu être considéré comme un conservateur. Alors qu'au départ, il a travaillé pour l'administration démocrate aussi, Huntington. Alors, Joseph Nye dit un truc très simple. À ceux qui disent l'Amérique, vers la fin des années 80, perd son pouvoir d'influence dans le monde. Et Joseph Nye répond, mais il faut repenser le pouvoir. Et dans le monde contemporain, il y a le hard power, qui est celui des armes, c'est lourd. Les Américains sont une superpuissance militaire. Mais il y a aussi le soft power. Alors, qu'est-ce que le soft power? C'est la capacité, il dit, comme tout pouvoir, à obtenir quelque chose de la part de quelqu'un, une influence, sans coercition. La coercition des armes. Alors, comme toute définition simple, ça a le mérite de la clarté, mais c'est tellement évident que ça saute aux yeux pour nous les fermer. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on ne comprend pas ce qu'il y a, ce que ce mot cache. Donc, bien entendu, ceux qui ont, c'est un mot qui est devenu, voilà, maintenant, dans le langage global. Donc, tous ceux qui, dans le monde post-guerre froide, ont vu que la donne principale était la multiplication de la compétition en vue d'imposer son propre pays comme une puissance locale, régionale, supranationale, voire globale, ils sont parés soft power parce que c'est une carte magnifique à jouer. Pourquoi c'est une carte magnifique à jouer? Parce que d'abord, dans le monde après-guerre froide, à part la décennie, décade c'est en anglais, c'est faux en français, c'est la décennie qui va de la chute du mur de Berlin jusqu'en 2001, décennie pendant laquelle il n'y a eu qu'un pouvoir, c'était américain, mais avant et après, nous avons vécu dans un monde qui n'était pas unique. C'était un monde soit avec deux grandes puissances, deux grands blocs, comme avant la guerre froide, et celui d'aujourd'hui où les pouvoirs se multiplient et que nous ne sommes pas dans un monde qui a un ordre global. Il y a un désordre global avec une forte multiplicité des centres qui, paradoxalement, n'a pas conduit au multilatéralisme, mais au contraire, à une forte fragmentation. Le monde était beaucoup plus multilatéral il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et donc, dans cette multiplication de ces foyers de pouvoir, l'Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., etc., il y aura une session consacrée au pouvoir émergent que j'ai l'honneur de présider tout à l'heure. Un moyen pour pouvoir s'imposer, c'est justement l'image qu'on donne aux autres. Alors, Sauer fait partie. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour qui va de la Chine de Milou Barlin jusqu'à 2100. C'est Siri qui m'embête. Je disais donc, alors, dans cette compétition globale forte pour les ressources, pour la technologie, pour les armes, le soft power donne un avantage parce qu'il se fait de façon douce et de façon parfois presque subreptice, sans que les autres ne se rendent pas compte. Vous voyez, est-ce que vous pouvez avoir un exemple direct, immédiat de soft power? Si je pose la question, Julien, quelle est la couleur de taxi à New York? Julien me répond immédiatement, elle est jaune. Si je pose la question, quelle est la couleur de taxi à Berlin? Peut-être qu'il ne sait pas, sauf s'il a mis les pieds. C'est donc d'abord la familiarité. Savoir des choses des autres, alors que moi, par exemple, je ne connais pas la couleur des taxis à Marseille. Hein. Par contre, je connais bien ça. Donc, créer une forme d'intimité avec autrui, si bien que autrui, par exemple, vous voyez, ce Kedama qui est derrière moi, qui s'appelle Vincenzo, il porte mon nom. Bon, évidemment, ne pas confondre l'acteur et moi, parce qu'il n'y a pas photo. Enfin, je parle pour lui. C'est bien qu'on peut devenir un intime avec un autrui qui est distant, éloigné, et qui est tellement incorporé qu'il finit par prendre l'avantage sur des goûts locaux. Alors, quand on pense soft power en ces termes, c'est culturel, c'est-à-dire qu'on propose ces références culturelles aux autres et les autres l'apprécient si bien que ça devient un modèle, ça marche. Là, le soft power, ça marche. Le problème, c'est que dès qu'on commence à creuser, c'est-à-dire qui fabrique le soft power, là, ça devient compliqué. Parce qu'autant le terme de cultural diplomacy, diplomatie culturelle,
sans sens, parce que là, c'est l'État qui intervient directement. La diplomatie culturelle, un exemple, le Louvre à Abu Dhabi, ça, c'est de la diplomatie culturelle. C'est les Français qui financent le cinéma des pays du Maghreb ou du Proche-Orient. Ça, c'est du soft power. Et ça, c'est la diplomatie culturelle qui est voulue. La Chine qui investit dans les centres Confucius partout dans le monde. Ça, c'est la diplomatie culturelle. C'est le Japon qui promeut la pop culture japonaise par le chat Doraemon, qui devient l'ambassadeur officiel japonais qui se balade avec le Premier ministre. Ça, c'est la diplomatie culturelle. Mais si vous excluez ces formes qui sont explicites, institutionnelles, organisationnelles, de création d'une image de marque, à la cultural diplomacy. D'ailleurs, il y a une autre notion, c'est nation branding, c'est-à-dire construire la nation comme un brand, comme une marque, quoi. Voilà, construire une marque. Eh bien, le soft power, ça devient compliqué. Exemple, que les États-Unis aient pu bénéficier pendant des décennies de la force de leur industrie culturelle, c'est certain. Nous sommes devenus quelque part américains, pas par les armes, pas par l'imposition, parce que nous avons regardé les comédies américaines romantiques d'Hollywood, parce que nous avons lu Mickey, parce que nous sommes nourris aux comics, Batman, Superman, etc. Parce que nous connaissons très intimement New York grâce à ces films, parce que nous avons vécu par la contre-culture américaine et les mouvements d'avant-garde. Je pourrais continuer. Ad libitum, les séries télé, pas un reste, la musique américaine, pas un reste, on connaît tout ça. Jusqu'à l'alimentation, qui est devenue notre alimentation. Vous connaissez un bistrot parisien qui ne sert pas d'hamburger? Bon, la différence par rapport à New York, c'est le prix. Ici, vous payez 20 balles. Mais il y a des oignons confits et des frites coupées au couteau. Ça coûte le double, mais c'est pas grave. Mais et vous connaissez aujourd'hui des boulangeries parisiennes où il n'y a pas de cheesecake, brownie, cookies. Bon. Donc, si l'Amérique a bénéficié de cette image très positive, c'est par ça. On le croit, cette famille, c'est par cette culture. Mais quand vous regardez Joker, le film, notamment le premier, qui est produit comme le cinéma américain des années 50, pas l'industrie culturelle, et bien là, il y a zéro soft power pour les États-Unis. Vous avez l'image d'un monde qui est nihiliste, aucun espoir ne permis, et même l'élément qui était clé dans les films américains des années 50-60, c'est l'amour, n'existe plus. Ce type, Joker, au passage, c'est la première fois dans les comics américains qu'un vilain, un super méchant, devient protagoniste à part entière et on ne parle jamais de Batman. Juste un moment dans le film, on voit le petit Bruce, mais on le voit quelques secondes. Et c'est tout. Bruce Wayne, c'était Batman, on le voit quelques secondes. C'est Joker à part entière qui est le protagoniste. Et bien dans ce film, Joker, cet homme, est un psychopathe à cause de l'amour de sa mère, un amour psychopathe. Et même la seule personne qui pourrait le sauver, c'est l'amour d'une femme qu'il rencontre, eh bien, il la supprime. Donc, il n'y a aucune place pour le rêve américain, il n'y a aucune place pour autre chose que la folie. Alors, si ça, vous pensez que, puisque c'est produit par l'industrie culturelle américaine, produit soft power, c'est que je n'ai rien compris au soft power. Au contraire, ça donne des États-Unis une image noire, presque en net dégoûté. Et c'est la même chose pour les séries télé américaines. Hein. Quand vous voyez Game of Thrones, quand vous regardez House of Cards, que vous voyez même un président américain va jusqu'à tuer un adversaire pour pouvoir devenir président. Ça, c'est la fiction américaine aujourd'hui. Alors, il faut faire très attention, justement, parce que si la diplomatie culturelle est produite par des organismes qui peuvent être cohérents, parce que c'est des organismes officiels, eh bien, les industries culturelles, non, ce n'est pas le cas. On n'est pas en Chine. En Chine, le film La Grande Muraille, c'est une œuvre de propagande. Les gens la regardent, ils comprennent immédiatement que c'est de la propagande. La production culturelle française, italienne, américaine ne peut pas l'être parce que nous sommes dans une démocratie. Donc, c'est un langage artistique qui a ses propres contraintes de création, ses propres idées d'inspiration. Donc, à un moment, penser le soft power comme un tout dont on ne saurait rien distraire conduit à avoir une conception très improbable de ce qu'est l'image d'un pays, parce que, encore une fois, vous regardez Joker, ça porte zéro truc au soft power américain. Et je termine là-dessus. Ce n'est pas parce que les Américains ont inondé le monde
depuis un siècle avec la pop culture que les gens ne font pas la différence entre la culture produite par les Américains et leur rôle de pays hégémonique. Si vous prenez les enquêtes internationales, il y a des pays qui sont forts consommateurs de culture américaine, mais qui rejettent totalement les Américains et les États-Unis comme pouvoir. C'est la même chose de la Turquie et ces séries télé qui sont très fortement consommées par les Grecs. Les Grecs adorent les séries télé turques. Rigas, s'il est là, bien sûr, il sera d'accord. Ils adorent. Ça les fait rêver d'un passé qui n'est pas forcément le leur, mais ça ressemble. D'une Grèce qui n'est pas la Grèce européenne, mais une Grèce ancienne qu'ils veulent récupérer. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'ils prennent position en faveur de la Turquie comme puissance qui se veut hégémonique au Proche-Orient. Jamais, jamais, jamais. Oui, donc il faut savoir distinguer ces choses-là. Et je termine sans compter l'impact, comment mesurer l'efficacité du soft power sur les individus. Pas sûr qu'il y ait entre les moyens déployés par un État et ceux que reçoivent les individus une forme de cohérence. Et je termine, Joseph Nye nous a donné là-dessus, c'est lui qui a inventé le soft power, la clé pour comprendre ce paradoxe. En fait, c'est très simple. Ce n'est pas le soft power lui-même, lié seulement aux industries culturelles, à la culture, aux échanges. C'est ce qu'il appelle le meta-soft power. C'est-à-dire, quand on a rêvé d'Amérique par les films américains, c'est parce que derrière, il y avait le mythe de l'American way of life, du self-made man, de la démocratie américaine, du pays qui pouvait accueillir tous les damnés de la terre, qui pouvaient aller là-bas pour se réfugier. Ça, c'est le soft power américain. Et ce soft américain, il a pris un coup mortel avec le Capitole, parce qu'on a vu combien une démocratie peut devenir un fascisme, et avec l'élection de Trump. Donc, là, les Américains pourront déployer tout leur trésor de créativité culturelle, ça prend plein la gueule. Tout comme les Français, le soft power français, c'est les droits humains. Liberté, égalité, fraternité, et pas simplement les films avec, je ne sais pas, Alain Delon. Bon, voilà, je me tais. Merci en tout cas. Bon, merci beaucoup Vincenzo. C'est tout ce que tu dis avec une justesse et en entrant dans la complexité à la fois des concepts et des réalités. J'aurais envie de te poser la question, mais peut-être après, de quid peut-on appeler un safe power et de qu'est-ce qui se passe du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière les animés, les mangas et la K-pop, évidemment, mais t'en aurais pour des heures à répondre sur ces mécanismes. Alors, on laisse ça peut-être si on a du temps pour après, d'autant plus que c'est pas sans lien l'intervention qui suit. Je donne tout de suite la parole à Selma Mioubi, où il sera là aussi question de géopolitique, parle des médias chinois en Afrique. Selma, je vous donne tout de suite la parole et puis comme ça, si on a un peu de temps à la fin, on pourra faire le lien avec ce que vient de dire Vincenzo. Oui, Selma, bonjour, oui, voilà. bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Super. J'ai partagé mon écran aussi, j'espère que vous voyez correctement. Du coup, ouais, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ces deux interventions passionnantes. Et merci Vincenzo d'avoir bien approfondi sur la notion de soft power et de l'avoir très bien défini. Donc là, je vais aborder le cas du soft power chinois, en Afrique francophone particulièrement, et en me demandant est-ce que la mondialisation des médias, en l'occurrence chinois, a pu contribuer au développement des échanges culturels dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophone, en l'occurrence. Donc, je vais commencer par brièvement définir ce qu'on entend un peu par mondialisation des médias sans trop approfondir, hein, avant de présenter un peu le dispositif médiatique chinois en Afrique de l'Ouest francophone et enfin établir un peu les enjeux et les limites de cette stratégie d'influence de la Chine. Donc, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que les médias, ce sont évidemment des acteurs, mais aussi des reflets géopolitiques, des acteurs puisqu'ils sont utilisés, instrumentalisés par des groupes, des médias ou autres à des fins géopolitiques, mais ils sont aussi des reflets des situations géopolitiques, puisqu'ils les représentent en offrant un récit.
Et les médias et donc la production médiatique, c'est-à-dire les informations, sont comme d'autres ressources ou entreprises mondialisées aujourd'hui pour répondre à une démarche d'influence géopolitique et d'influence informationnelle. Et là, dans le cas chinois, on est sur, comme Vincenzo l'a très bien dit, sur des médias qui sont très contrôlés par un État central. Et donc, ces médias d'État véhiculent des représentations géopolitiques. Donc, les représentations géopolitiques, c'est la manière, la structure cognitive du traitement médiatique, la manière dont les faits sont conceptualisés par les médias. Et plus concrètement, il s'agit des discours, des images, des supports aussi qui sont utilisés en vue d'imposer les idées de l'émetteur. Et après, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les médias contribuent aussi à mettre en récit des faits et des territoires. Ils donnent des représentations des territoires qu'ils évoquent. Et en ce sens, les médias sont des enjeux d'influence et de puissance. Historiquement, on peut dire que les phénomènes de mondialisation des médias, on va dire modernes, se sont produits à la fin du 19e siècle dans le contexte de la période coloniale. On a d'abord eu des agences de presse, puis des radios qui ont été internationalisées dans les empires coloniaux. On pense par exemple à RFI pour la France, Radio France Internationale, ou encore BBC pour l'Empire britannique. Donc, dans le but de diffuser des représentations favorables de la puissance coloniale. Et là, entre en jeu un certain nombre de notions, pareil que, enfin, dont on pourra discuter à la fin si on a un peu de temps, mais on peut évoquer les notions de flux d'informations, qui parle à qui, depuis quel endroit. On peut aussi évoquer les notions d'infodominance. Donc là, ces deux notions se recoupent. Il y a cette idée de domination des flux d'informations. Donc on va dominer la manière dont on parle de tel et tel sujet. Et bien sûr, la notion qui nous intéresse le plus aujourd'hui, celle de soft power, que je ne vais pas redéfinir car elle l'a été très bien juste avant. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux pays élaborent des stratégies de soft power à travers les médias, mais aussi à travers tout un tas d'autres supports, comme les séries coréennes par exemple. Et tous les pays n'emploient pas les mêmes moyens à cette fin, à l'image de la Chine, qui a sa propre définition du soft power et qui a adopté d'ailleurs cette notion de soft power qui a été traduite en chinoise comme principe de sa politique étrangère en 2007. Et on peut dire que le soft power chinois, il a la particularité en fait de mélanger soft power, hard power, diplomatie culturelle, et c'est ce que je vais présenter un peu plus en détail tout de suite. Donc, concernant le dispositif des médias internationaux chinois implantés en Afrique de l'Ouest francophone, il est composé de trois médias principaux, donc des médias qui sont contrôlés par le Parti communiste chinois. On a Xinhua, qui est l'agence de presse considérée comme la plus grande agence de presse au monde, en lien avec son équipe très importante, et qui a été fondée en 1931 et qui aujourd'hui est présente dans une centaine de pays dans le monde. On a Radio Chine Internationale, donc comme son nom l'indique, une radio internationale qui a, elle, été fondée en 1941. Et on a China Global Television Network, donc CGTN, qui a été rebrandé en 2000, qui est en fait la nouvelle version de CCTV. Bon, c'est la chaîne de télévision internationale chinoise. Et donc ces trois médias ont été implantés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest francophone, à commencer par le Niger et le Sénégal au début des années 2010, donc respectivement en 2010 et 2011. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les infrastructures et l'implantation dans le détail de ces médias, mais ce qu'on peut dire, c'est que la Chine en tout cas installé des infrastructures physiques pour s'assurer de la diffusion de ces trois médias dans à peu près tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Et ces médias, ils diffusent des programmes en français,
mais aussi en langue chinoise. Et l'objectif de la Chine à travers cette stratégie est de promouvoir sa culture via des programmes et des reportages, par exemple, sur la médecine chinoise, sur la langue chinoise. Les médias chinois vont inviter les audiences africaines à apprendre la langue chinoise à travers des programmes, mais aussi en promouvant les instituts Confucius qui sont également implantés dans ces pays-là. Et en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu de langues africaines qui sont utilisées par les médias chinois en Afrique de l'Ouest. On peut relever l'utilisation du Hausa, qui est une langue parlée au Niger et au Nigeria, mais à ce stade, c'est la seule langue qui est utilisée et de manière très minoritaire. Comme je l'ai dit, les médias internationaux chinois, ils sont contrôlés de manière très accrue par le Parti communiste chinois, et plus précisément par ce qu'on appelle le département de propagande de ce parti, qui est l'équivalent d'un ministère, hein, par exemple, dans le gouvernement français. Et donc ce département de propagande va choisir les rédacteurs en chef, les directeurs de ces médias. Le département de propagande va diffuser des directives quotidiennes au sein de ces rédactions pour que les journalistes ou en tout cas les employés de ces médias parlent de certains sujets ou occultent d'autres sujets. Évidemment, donc parlent des sujets qui vont promouvoir la Chine et occultent les sujets qui pourraient nuire à l'image de la Chine. Et le département de propagande et ce contrôle du PCC va assez loin dans le sens où il existe même des tests de loyauté qui sont imposés aux employés des médias internationaux chinois, donc dans lesquels ils doivent montrer leur loyauté au Parti communiste chinois et leur adhésion aux principes du parti. Ce qu'on peut dire concernant la stratégie d'influence informationnelle de la Chine en Afrique francophone, c'est qu'il y a un projet affiché. Il y a un certain nombre de discours qui sont véhiculés, disant que la Chine souhaite se rapprocher de ses partenaires africains, permettre aux audiences africaines de mieux connaître la Chine, de mieux connaître la culture chinoise et inversement. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont écrits dans des accords d'échange. C'est pourquoi je parle d'institutionnalisation des échanges médiatiques. Donc, le Parti communiste chinois a signé avec ses partenaires ouest-africains un certain nombre d'accords qui expliquent que les deux parties se promettent des échanges mutuels de contenu médiatique, se promettent de véhiculer les uns et les autres une bonne image, etc. Et ça, enfin, ces accords d'échange médiatique comportent aussi un volet très intéressant sur les échanges de contenu et sur la formation. Donc aujourd'hui, on voit, enfin aujourd'hui, depuis déjà presque une quinzaine d'années, la Chine organise chaque année des grands séminaires, des échanges médiatiques sino-africains, lors desquels elle invite des professionnels des médias africains pour je dirais, au journalisme à la chinoise, leur faire visiter les locaux des médias internationaux chinois pour qu'ils voient en fait les installations euh, et les dernières technologies qui sont utilisées par ces médias. Et un autre pan de cette stratégie d'institutionnalisation, c'est la gratuité des contenus médiatiques chinois et notamment de Xinhua. Donc cette gratuité, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Un journal sénégalais comme par exemple Le Soleil ou une radio nigérienne comme par exemple R&M peut reprendre des contenus de la radio ou de l'agence de presse Xinhua de manière gratuite. Or, jusqu'à maintenant, ces médias-là devaient payer par exemple des fils AFP ou sociétés de presse ou autres agences de presse plutôt voilà, occidentales. Et aujourd'hui, ils ont accès à des contenus chinois gratuits. Donc, ce que j'ai observé en faisant des enquêtes de terrain dans plusieurs pays de la région, c'est que
les journalistes sénégalais ou nigériens, par exemple, n'adhèrent pas nécessairement à l'idéologie chinoise ou aux méthodes journalistiques de la Chine, mais dans une logique aujourd'hui économique des médias qui veut qu'il faut publier toujours plus et très régulièrement, ce phénomène de gratuité, en fait, a permis une reprise très importante des contenus médiatiques chinois dans un certain nombre de médias africains. Voilà, donc tout simplement pour répondre à ces impératifs économiques. Et donc, il y a une visibilité de plus en plus importante des narratifs chinois au sein des médias ouest-africains francophones. Je suis désolé, il faudrait aller vers la fin de votre intervention, si Très possible. bien, bien sûr, bien sûr. Donc, bah, pour finir, justement, pour faire la transition, ces narratifs, de quoi on parle? Eh bien, quand on observe et quand on étudie les contenus médiatiques chinois qui sont véhiculés par ces médias, donc on voit la notion de partenariat gagnant-gagnant. Donc, la Chine véhicule une image bienveillante de sa puissance. Elle présente les pays africains comme des pays amis. Et finalement, dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est que les médias chinois parlent plus de la Chine que de ses partenaires africains. Il y a un désintérêt des problématiques locales et les accords dont j'ai parlé juste avant sont vraiment à sens unique, c'est-à-dire que on retrouve des contenus chinois dans les médias africains, mais pas de contenu de ces médias africains dans les médias chinois. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les médias chinois répondent à des impératifs de puissance et d'influence et non forcément d'échanges culturels et voilà, de volonté de partager la culture avec ses partenaires africains. Il y a bien évidemment une volonté de concurrencer les médias occidentaux. Et donc les puissances occidentales comme les États-Unis ou encore la France, là, puisqu'on parle d'Afrique de l'Ouest francophone. Et bien entendu, les médias chinois ont la nécessité de défendre les intérêts du PCC, du Parti communiste chinois, et c'est pourquoi, quand on étudie les contenus, on observe tout un tas d'articles sur, par exemple, le principe de Chine unique, la question de souveraineté de Pékin sur Taïwan, la question des droits de l'homme au Xinjiang avec des contenus qui vont occulter les problèmes qui peuvent se passer dans cette région et la répression des populations. Et donc, enfin, on peut dire que ce qu'on appelle soft power chinois est en fait un soft power agressif qui mélange action diplomatique, culturelle, mais aussi coercition économique, puisque la Chine a une influence économique très importante sur ces pays. Il y a un déséquilibre des échanges qui s'observe dans tous les domaines. Et donc, cette notion plus coercitive est en faveur de Pékin. Et donc, enfin, la mondialisation des médias chinois en Afrique de l'Ouest francophone ne contribue que de manière très limitée aux échanges culturels. Ah bah, merci pour notre attention et merci pour cette très belle communication. On aurait plein de questions, mais malheureusement, ça va pas être possible. On va devoir enchaîner avec le panel suivant autour du ou des féminismes dans la globalisation.